La conférence d'aujourd'hui du marché des droits du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême réunit plusieurs personnes de différentes professions de l'édition, parce que nous avons un éditeur, un vendeur de droits, négociateur, des auteurs espagnols qui vont venir parler tous ensemble de l'attractivité française dans la gestion des droits internationaux des auteurs et autrices de tous les pays. Donc bon, aujourd'hui c'est l'Espagne, mais on pourrait penser à d'autres. C'est aussi une chance, ce sont des livres qui sont en sélection. Pour Des mots à dire de Béatrice Lema, pardon, chez Sarbacane, Le ciel dans la tête d'Antonio Altariba, Sergio Garcia Sanchez et Contrition en sélection polar de Keiko et Carlos Portela chez De Noël Graphique. De Noël Graphique qui fête ses 20 ans, c'est pas une petite anecdote non plus. Voilà, Sarbacane c'était l'année dernière. C'était aussi l'occasion de le rappeler. Alors, l'attractivité dans la gestion des droits d'auteur, ça paraît un peu technique comme ça, mais il se trouve que de plus en plus, et je pense que vous n'allez pas me contredire, des auteurs qui viennent donc d'Espagne ou d'Italie ou d'ailleurs viennent, trouvent un débouché international par la France avec une édition française, mais vous demandent aussi, demandent à leur éditeur de négocier à l'extérieur pour des marchés, vendre et négocier des droits. Ça, c'est nouveau comme démarche, Jean-Luc Fromental ? Oui, parce que d'abord, il faut signaler que la France a pris, par le biais à la fois de ses institutions, comme ce festival, à la fois par le biais de sa presse et de son système critique, par le volume de publications qui se produit chaque année dans notre pays, le leadership de la bande dessinée européenne. C'est-à-dire qu'il y a 3 bandes dessinées dans le monde, en gros, pour simplifier. Il y a 3 zones majeures de bande dessinée qui sont la zone anglo-saxonne, avec principalement les États-Unis, qui ont développé une forme à partir du comics, la zone asiatique, qui tourne autour du manga, qui est simplement la bande dessinée asiatique, mais qui est une forme qui s'est développée de façon vernaculaire là-bas et qui est devenue une forme mondiale, et la bande dessinée qu'il était convenu d'appeler franco-belge, qui est l'héritière donc de Tintin, Spirou et des grands organes de presse de la jeunesse, Pilote, etc., qui a évolué de façon tout à fait saisissante. Et donc ce rôle et ce leadership nous permet d'avoir un volume d'opérations qui, effectivement, pour les auteurs étrangers, représente une attractivité particulière. Et nous donne sur le terrain international, européen, mais aussi... Alors, le marché japonais est très difficile à pénétrer, ça, je pense que Sylvain, qui est notre marchand de droit chez De Noël, en parlera mieux que moi, mais avec les rapports avec les pays anglo-saxons et les pays émergents comme la Russie, bon, en ce moment ça émerge pas trop, mais qui est quand même un pays émergent, et la Chine, on représente maintenant une force importante. Et nos livres commencent à circuler dans le monde entier. Donc un auteur qui vit en Espagne, un auteur qui vit aux Pays-Bas, voire un auteur qui vit en Angleterre, trouve des moyens à sa disposition ici de visibilité et de propulsion plus importants que s'il reste dans son pays d'origine. D'accord. Antonio, alors j'imagine que c'est vrai tout ce que dit Jean-Luc. Pourquoi alors déjà, comment se passe la relation avec votre éditeur français et pourquoi vous vous sentez en confiance pour qu'il négocie vos droits ailleurs que pour le territoire français uniquement? Oui, je crois qu'il y a d'abord, dans le cas espagnol, dans le cas concrètement espagnol, il y a, disons, une admiration qui vient de très loin pour la production française. Sorry, Antonio. Could you speak, tu peux coller ton micro. Plus près. Ouais, oui, merci. Comme ça. Pour la caméra et pour la traduction. Merci, Antonio. Oui, je disais donc que depuis le fin des années 60, début des années 70, quand l'Espagne était encore sous Franco, nous regardions déjà vers la France comme le pays où la bande dessinée réellement grandissait, se faisait revendiquer de position comme 9e art, apparaissaient des grandes figures qui ont beaucoup marqué, beaucoup influencé
nos auteurs, comme Moebius, Tardy, etc. Donc, c'était déjà, donc, pour nous, la France, c'était un peu la Mecque. Il y avait aussi ce festival, le festival d'Angoulême, qui a commencé dans les 74, dans les années 74. Je me souviens d'être venu ici la première, deuxième édition, etc. C'était pour moi une espèce de paradis. Et je crois que postérieurement, et au moment actuel, le principal attrait pour un auteur espagnol pour venir ici publier en France, et que ce soit un éditeur français qui gère le droit, c'est votre marché. Vous avez un marché, je fais à peu près le calcul qui, dans le chiffre d'affaires, est, disons, 10 fois plus grand que le marché espagnol. Ce n'est pas tellement la quantité de titres. Je sais que vous publiez à peu près autour de 7000, même davantage, titres, une surproduction dont vous parlez très souvent. Nous ne sommes pas tellement loin. Nous dépassons maintenant les 5000 titres en Espagne, mais le problème que nous avons du point de vue du marché, c'est la quantité de ventes par titre. Nous sommes dans une moyenne qui n'arrive pas à 700 exemplaires par titre. Alors, définitivement, c'est un marché qui donne difficilement à manger à ces auteurs. Et c'est pourquoi la possibilité d'avoir plus de ventes. Et puis, si vous avez plus de ventes, vous avez plus de titres. Si notre agent, notre représentant a dans son cartable, disons, un éventail d'offres, de propositions, il pourra bien sûr négocier beaucoup mieux, dans de meilleures conditions, dans d'autres marchés. D'accord, alors justement, Sylvain Coissard, vous confirmez, c'est plus facile parce que notre marché est mieux, est plus gros, mieux assis, plus ancien aussi, plus développé, d'aller avec tout ça séduire les acheteurs internationaux jusqu'en Chine. Oui, mais effectivement, l'attractivité dont on parle, c'est l'attractivité de l'édition française de bande dessinée, c'est l'attractivité d'un écosystème qui est effectivement très développé, et depuis le côté éditorial jusqu'au côté librairie, en passant par la presse et tout ce qu'on veut, et effectivement jusqu'au métier qui est le mien et qui est celui de toutes les petites fourmis derrière nous qui sont en train de parler des livres. C'est vraiment de ça dont on parle, c'est un système. Après, alors est-ce que tu m'autorises juste, Benjamin, à dire, justement en bon vendeur de droit, ouais, à dire 2-3 mots sur les livres qui sont là. Justement, j'allais te proposer de le faire, mais oui, allons-y. Parce qu'on l'a pas fait, et c'est vrai que c'est un peu. J'allais y venir aussi, mais allons-y. En 2 mots, et ça montre aussi la richesse finalement de l'offre éditoriale de l'édition française. On a ici avec Antonio et Sergio, donc Le ciel dans la tête, on a une œuvre qui est une œuvre de fiction, mais qui est une fresque, une épopée sur un jeune Africain qui traverse l'Afrique pour rejoindre l'Europe, et qui est une œuvre qui est un vrai choc au niveau graphique, mais qui est aussi très bien construite au niveau de la narration, et c'est un vrai chef-d'œuvre. On a dans le genre polar très noir de notre ami Keiko avec Carlos Portela, donc l'album Contrition, qui donne à voir donc une Amérique qui fait assez peur, je dois dire. Et puis avec Béatrice Lema, on a cet album donc des mots à dire. Alors le titre en espagnol, je pense, est beaucoup plus pertinent. C'est Corpus Christi, c'est ça.
me semble-t-il. Et je dois dire que cet album est absolument bouleversant. Et que pour le faire, donc c'est un album d'autofiction, on peut dire cela, dans lequel tu parles de ta maman, de ta relation avec ta maman. Voilà, je pense qu'il a fallu beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour écrire cet album. Voilà, donc ce sont 3 merveilles. Moi, je suis très très fier donc d'être l'agent pour les 2 éditeurs français qui les publient. Et ça nous donne une grosse responsabilité, alors à moi et aux autres vendeurs de droits, quand on est comme ça représentant de maisons d'édition françaises avec cette attractivité qui permet d'avoir des auteurs espagnols, mais aussi, comme tu l'as dit, italiens, néerlandais, même américains. Ça nous donne une grosse responsabilité. Voilà. Alors, je vais rebondir du coup sur le livre de Béatrice, Léma, des mots à dire. Comment vous avez été approché par les éditions Sarbacane? Enfin, comment ça s'est arrivé d'être édité en France déjà? C'est la première étape, souvent, avant de vendre vos droits à l'étranger. Comment s'est passée la relation avec Sarbacane? Je crois que Corpus Christi, au départ, était un projet beaucoup plus court et qui s'est développé après. Well, my relationship with Sarbacane, with the French market, starting in 2022, because I arrived to Angoulême to do a resident in la Maison des Auteurs. So I decided to use this period also to try to be in touch with the French publisher. So I started to send the project to several publishers, and I had 4 publishers interested on it. But Sarbacane was really faster, sent me in a contract and a proposal. So this was the reason because I decided to sell the rights here in France. Yeah. Est-ce que vous aviez déjà en tête, le fait que Sarbacane puisse ensuite aller vendre les droits de traduction ailleurs, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou en Italie ou en Allemagne? Yeah. The book also is published in Spain. In this case, I look for the publisher because I had some contacts. Then also this year I'm going to be released in Italy, thanks to the work of Sylvain. Yeah, I hope that it could be translated in more languages. Yeah, could be right, sure. On a parlé de l'écosystème, mais est-ce que le savoir-faire français, si on peut le dire comme ça, concerne aussi, je ne sais pas moi, est-ce que la fabrication d'un livre, ça peut aider à vendre et on sait que voilà, les ouvrages de Noël Graphique sont plutôt des très beaux livres. Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'une capacité de séduction et d'attractivité? Je pense que c'est plus large que ça. En entendant parler de la Maison des Auteurs, je ne savais pas que Béatrice était passée par la Maison des Auteurs, mais le livre, curieusement, alors qu'il n'a jamais été résident à la Maison des Auteurs, il est beaucoup trop riche pour ça, mais le livre d'Antonio Altariba m'est arrivé par Pili Munoz, la directrice de la Maison des Auteurs, qui m'a dit « Tu devrais faire attention à ce livre, c'est un livre magnifique, etc., etc. » Il se trouve qu'il était passé entre les mains déjà d'un certain nombre d'éditeurs français qui n'avaient pas vu l'intérêt de l'art de voler, ce qui était assez C'était l'art de voler à l'époque. Oui, là, je parle de l'art de voler, là, le premier livre qui a été celui de notre rencontre et qui était publié chez un éditeur étranger que j'ai acheté selon les voies les plus classiques, c'est-à-dire en acquérant uniquement les droits français. Et c'est plus tard qu'Antonio est venu me voir. Moi, je vois dans tout ça quelque chose qui est très intéressant au niveau européen, qui est une espèce d'Erasmus. C'est-à-dire que les standards qui se développent en France rebondissent sur d'autres pays. Aujourd'hui, les livres de Norma et les livres de Noël Graphique, qui est, je le rappelle, une collection et non pas une maison d'édition de bande dessinée, on est dans le ventre d'une petite maison d'édition très importante, parce que c'était l'éditeur de Sandra, de Céline, de Sampé et d'autres merveilles de la littérature et du dessin, était elle-même une filiale de Gallimard. Donc on est dans un énorme groupe, une petite maison, avec à l'intérieur une petite collection, avec un volume d'opération très faible. Moi je fais pas vivre les agents, parce que je fais 4 titres par an, donc ça serait lamentable
pour les besoins financiers de Sylvain. Et donc, ce que je vois, c'est que l'attention que moi j'ai apportée à mes livres, parce que j'ai le temps d'y travailler, parce que je fais 4 livres par an, etc., ça s'est retrouvé dans la fabrication des livres. J'ai une conception du livre qui est que ça doit durer longtemps. C'est-à-dire qu'un livre, on ne le fait pas pour que ça soit un truc sur Instagram. 30 ans plus tard, le livre doit être encore vivant, exister, tenir, être bien cousu, être joliment relié, etc., etc. Et ce standard-là, il s'est reproduit chez les amis espagnols. Aujourd'hui, en termes d'imprimerie, pour parler de questions techniques, on imprime, autrefois on partait en Chine parce que c'était moins cher. Aujourd'hui, le prochain livre est imprimé en Roumanie. Et chez un éditeur roumain, au début on était un peu suspicieux, on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, ils sont au standard des meilleurs imprimeurs français et belges. Donc il y a une espèce de standardisation comme ça, par le haut, je dirais, du niveau européen. Et ça fait de notre continent un continent qui est toujours attaché à ses arts et lettres d'une façon extrêmement farouche, où on a des subventions des maisons des auteurs, des subventions du CNL pour faire les livres, etc. Ça veut dire qu'on a une aide publique qui soutient complètement la production de livres, et que donc l'Europe entière en bénéficie. Et là aussi, c'est un phénomène qui est très important, c'est-à-dire que les soutiens financiers qu'on peut obtenir auprès des organismes d'État bénéficient aux auteurs étrangers par le biais de par notre intercession, si on peut dire. D'accord. Kieko, est-ce que c'était la même chose qu'Antonio sur le fait de pouvoir avoir un débouché en France permet déjà de mieux vivre de son travail et puis de conquérir la planète, entre guillemets, que c'était vraiment l'étape indispensable? Nous faisons la traduction espagnole, ce sera plus subtil. Voilà, Kieko n'a pas tout compris les mots en anglais. Il faut être sûr de bien répondre. Non. I can understand. Yeah, you can do it in Spanish. Yeah. C'est une belle illustration de l'Erasmus dont on parlait là. Perdón, Puedo entender un poco de inglés así, pero hablando muy deprisa no lo entiendo. Pero bueno, creo que Antonio ha resumido muy bien lo que pienso yo. Antonio ha resumido muy bien lo que pienso yo también sobre este tema. Oui, il dit que ce que je dis résume assez bien ce qu'il pense sur ce sujet. Para mí, bueno, como ha dicho, España es un país en el que si quieres vivir de la BD es algo muy, muy difícil, ¿no? Il est très compliqué en Espagne, en fait, de vivre à partir de la bande dessinée, uniquement sur la bande dessinée. Es un mercado pequeño, es un mercado mucho más pequeño, aunque con un gran número de títulos. O sea, publicar no es difícil, pero sí que nos encontramos con la dificultad de que nuestro trabajo llegue a un gran número de lectores. Publier, c'est pas tellement difficile. Il y a beaucoup de maisons d'édition, mais ce qui est surtout important, c'est de trouver un nombre suffisant d'acheteurs qui permettent donc de vivre de pourcentage de 3. Como diría, hay un refrán en España que dice: aquí hay más jefes que indios, ¿no? Ouais. Il y a une expression espagnole qui dit, en fait, il y a plus de chefs que des Indiens. Hein? Donc, il y a beaucoup plus d'éditeurs peut-être que d'auteurs. Entonces, digamos que en España los autores nos dividimos un poco en dos, ¿no? Los que
trabajamos para, o los que trabajan para los americanos, ¿no? Que hay muchos dibujantes españoles trabajando pues esto para Marvel y está haciendo superhéroes, y los que románticamente, como ha dicho Antonio, hemos siempre pensado que Francia era el paraíso para los que nos gustaban los tebeos. Les auteurs espagnols, on pourrait dire en gros qu'ils se partagent entre ceux qui travaillent pour les États-Unis, fondamentalement les marchés de Marvel, super-héros, etc. Il y a un grand nombre d'auteurs espagnols maintenant qui dessinent ou qui signent des scénarios pour le Marvel ou DC, et ceux que d'une façon peut-être plus romantique et avec un autre contenu, avons regardé plutôt vers la France comme le paradis de la bande dessinée et le pays de la recherche de la revendication artistique. Y dentro de los que han trabajado, de los autores españoles que trabajan para Francia, digamos que también hay varias categorías, ¿no? Que serían los que trabajan, digamos, aquí, pues en grandes series, ¿no? A un nivel, digamos así, más comercial o industrial, y los que hemos venido aquí un poco, no sé, llamando así a la puerta como diciendo puedo pasar, y nos han dicho que sí, pero tampoco pensábamos que realmente íbamos a encontrar aquí un acomodo. Parmi les auteurs espagnols qui sont venus en France, ils distinguent aussi deux catégories. Ces auteurs qui travaillent, ces auteurs espagnols qui travaillent et qui soutiennent des grandes séries, je ne sais pas, pour vous donner des exemples, Corto Maltese, maintenant, ce sont des auteurs espagnols, Black Sad, et d'autres auteurs comme nous, comme Keiko et comme moi, qui sommes venus un peu sonner à la porte de la maison d'édition et que nous nous trouvons suffisamment reconnus, mais ça n'est arrivé, disons, à ce pourcentage des ventes des grandes séries. Y sobre todo, aquí hemos encontrado también, es que, claro, es el mismo caso, ¿no?, que puedas tener en España. O sea, nosotros hemos trabajado en De Noël con total libertad, con un proyecto completamente personal, ¿no? Lo mismo que hice contigo es el que hemos presentado Carlos y yo, y prácticamente sin ningún condicionante. Lo que es verdad es que tienes acceso a muchísimos más lectores, y por lo tanto a la posibilidad real de obtener un buen adelanto y lo de gestionar unos derechos internacionales que te permitan vivir los años que has invertido en realizar el libro. Publier en France nous permet de travailler avec une grande liberté, au moins en ce qui concerne nos rapports avec les éditions de Noël. Nous nous sommes sentis toujours en pleine liberté pour faire nos projets. Il y a, à la différence, par exemple, des contraintes qui retrouvent les auteurs qui travaillent pour les grandes maisons d'édition américaines, qui sont beaucoup plus, pour ainsi dire, surveillées. Et en plus, évidemment, on ne peut pas le nier, nous avons accès ici en France à des avancements pour la production et pour la création qui sont beaucoup plus élevés, on pourrait dire 5, 6, même 10 fois plus élevés que les avancements que l'on peut trouver en Espagne. Et aussi, évidemment, comme on l'a dit, c'est un tremplin pour le marché des droits
qui se projette beaucoup mieux sur le reste du monde que le tremplin qui peut avoir un éditeur espagnol. Alors justement, on parle là, on a rappelé voilà l'importance de l'écosystème français dans la conquête du monde, voilà pour faire simple. Mais justement, quels sont les marchés, quels sont les vrais débouchés aujourd'hui pour des romans graphiques, des fictions ou des autofictions aussi parfois pointues que celles qu'on présente aujourd'hui. Vous avez évoqué la Chine tout à l'heure, on a parlé des États-Unis. Est-ce que c'est vraiment c'est là-bas que ça se vend, Sylvain? Alors, en l'espèce, là, les trois ouvrages qu'on a devant nous, d'ailleurs, qui illustrent bien, je trouve, en partie, en tout cas, la richesse de la production éditoriale française. Il se trouve que Le ciel dans la tête, eh bien, si je ne me trompe pas, va être publié au Brésil et en Pologne. Ce sont les deux premiers pays, mais on a, comme je disais à Antonio, on a un certain nombre d'espoir dans d'autres pays, avec à chaque fois effectivement telle ou telle difficulté qu'on peut rencontrer. C'est intéressant d'ailleurs je t'en ai pas parlé Antonio, mais sur Le ciel dans la tête, on a notamment une grosse difficulté avec les États-Unis. Peut-être tu t'en doutais, mais qui est celle de l'appropriation culturelle, qui est un thème qui revient très souvent quand je parle du livre aux éditeurs américains. Ça fait partie des sujets un peu délicats auxquels on est confronté dans la profession avec les éditeurs américains. Le marché américain est assez compliqué, même si certains auteurs, je ne vise personne, mais se permettent le luxe de refuser des offres d'éditeurs américains. Il y a eu le cas récemment avec Contrition. Mais ça, c'est un autre extrême. Voilà. Pour revenir plus sérieusement à ta question, alors le livre de Béatrice va sortir en Italie aussi. Le livre de Keiko sort en Croatie, je crois, et en Pologne. Donc l'Europe, en général, c'est vraiment notre premier marché. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis les pays de l'Est, qui sont des marchés émergents, mais extrêmement actifs. Certains livres d'Antonio sont même parus dans des pays un peu improbables, comme la Macédoine du Nord. Voilà. Chaque pays, dans chaque pays, tu as au moins un éditeur qui s'intéresse à la bande dessinée. Même au Kazakhstan, voilà, tu auras toujours un éditeur. Et puis ensuite, sur des zones un peu plus éloignées, comme effectivement l'Asie, eh bien, la Chine, en effet, alors, est aussi un marché important, avec des difficultés, puisque certains livres sont achetés et ne sont jamais publiés. C'est le cas effectivement de L'Art de voler et de L'aile brisée. Il y a des curiosités comme ça, des éditeurs qui... Enfin, ce ne sont pas des curiosités, mais ce sont, disons, des spécificités, tout simplement de pays autoritaires, dans lesquels, tout à coup, pour une raison ou pour une autre, un livre n'est plus le bienvenu. On se heurte souvent à ce problème, effectivement, en Chine. Et puis de l'autre côté, du côté américain, j'ai évoqué un peu tout à l'heure, on a pas mal de dynamisme, on a pas mal d'ouverture, et on a pas mal de difficultés aussi, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Et est-ce que, j'imagine que en tant que vendeur de droits, vous surveillez aussi ce qu'on fait de l'ouvrage quand il est publié au Brésil ou en Pologne, que ça ne devienne pas, enfin je sais pas, voilà, qu'on s'en occupe correctement. C'est le travail de l'éditeur ou c'est votre travail, Sylvain? Je précède Jean-Luc. En fait, on a effectivement, je pense, notamment en France, parce qu'on a la chance d'avoir une production de cette qualité et aussi de cette quantité, donc on a développé un certain savoir-faire sur la cession des droits étrangers, et notamment donc tous les process de validation en lien avec les éditeurs et aussi avec les auteurs. C'est vrai qu'on essaye d'être quand même très vigilant, et c'est aussi une éthique, je pense, de travail qui fait qu'on essaye vraiment d'avoir les approbations des auteurs depuis le début, c'est-à-dire depuis l'offre
jusqu'à effectivement les détails de lettrage, de traduction, etc. Et là, pour compléter ce que dit Sylvain, ce que je peux dire, c'est que quand on vend un livre à l'étranger, je reçois toujours, en tant qu'éditeur, le PDF avant la sortie. Alors parfois, on me demande de valider des traductions en serbo-croate, en suédois ou en, je sais pas quoi, en moldovalaque. Et là, je suis bien en peine de dire quoi que ce soit. Mais en tout cas, le contrôle est toujours fait. Nous, on n'est pas les éditeurs fanatiques, c'est-à-dire il y a des éditeurs américains qui exigent que ce soit exactement la couverture du livre qui soit reproduite, ce qui est une stupidité parce que les marchés sont différents, donc souvent une couverture américaine formidable pour les États-Unis et pas du tout excellente pour l'Europe. Voilà. Je veux ajouter un mot quand même sur cette histoire d'appropriation culturelle parce que ça me paraît un des plus grands scandales de l'époque, cette stupidité, cette aberration qui est que l'art a tous les droits. L'art a le droit de se prendre pour un noir, pour un homme, pour une femme, pour un chien, pour un cheval, pour la mer, pour le vent, etc. Et que c'est impossible d'arrêter les artistes et que les gens qui prétendent le faire sont des fascistes. Voilà, ça c'est clair et net, c'est dit. Donc voilà, ce que je voulais ajouter aussi, et après je passerai la parole à Béatrice qui n'a pas beaucoup parlé, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qu'on offre en France, et la nomenclature qu'a faite Keiko est magnifique, parce qu'il y a 3 types d'auteurs dans les pays comme l'Espagne. L'Espagne, c'était un pays qui était un pays frère dans les années 80. Moi, j'étais à Métal Hurlant, El Vibora, Madrid, tous ces magazines fantastiques, c'était nos frères de lait. Ils vivaient avec nous, on se mélangeait, on publiait Cécep, on publiait Mariscal, on publiait des gens comme ça. En Italie, on avait Tamburini et Liberator qui publiaient Ranxerox. On publiait ça aussi. On échangeait sans arrêt. Et il y avait ce brassage qui était déjà commencé. Voilà. Ils se sont un peu endormis sur le motif après la Movida. Et Antonio est arrivé et a réveillé un petit peu ce pays-là en sortant comme ça des gens qui avaient commencé pendant la Movida. Ce qu'on offre en France, en dehors des exilés qui partent travailler dans des médiums qui ne sont pas les leurs pour faire des comics américains, etc. Il y a des dessinateurs espagnols ou hispanisants, philippins, etc. qui construisent des bandes dessinées et des comics américains sensationnels. Mais ce n'est pas eux. Nous, ce qu'on cherche, c'est à importer des livres qui portent l'identité, qui soient des livres intelligibles. Et ça, Antonio est encore un exemple en France et en Europe, mais qui prennent racine en Espagne. La série la trilogie du mois qu'il a faite avec Keiko, elle est entièrement située dans une ville dont je ne connaissais même pas l'existence, qui s'appelle Vitoria, dont il a fait, comme Lovecraft s'était servi de Providence pour faire le centre du monde, dont il a fait le centre de son monde. Donc c'est ça qu'on cherche. C'est à importer. Un ami indien que j'ai publié avait inventé un concept, enfin se servait d'un concept qui s'appelle le global. C'était global et local en même temps. Et c'est ça qu'arrivent à faire les livres d'Antonio, de Keiko, de Portela, etc. C'est à construire quelque chose qui est fondamentalement, profondément espagnol, mais qui parle au monde entier parce qu'on a la chance d'avoir un langage universel. Donc qu'on ne nous mette surtout pas de limites, etc. Et ce qu'on offre en France, pour finir, c'est une grande diversité de choix, de Garnido qui fait une série extraordinaire chez Dargaud, gros best-seller, des gars qui ont repris Cortot et qui font un boulot vraiment exemplaire, à des gens qui font de la littérature d'auteur, qui font de la bande dessinée d'auteur. La place est ouverte pour tout le monde. Et ça, c'est une exception française aussi. Voilà. Merci Jean-Luc. Béatrice, je rebondis un petit peu sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que vous avez dit, vous étiez à la Maison des auteurs pour développer votre travail et vous en avez profité pour chercher des éditeurs, mais chercher des éditeurs français. Vous n'avez pas du tout pensé que vous auriez pu commencer par un éditeur espagnol et qui ensuite vous aurait aidé à franchir les Pyrénées ou ailleurs? No, the reason why I started looking for a French publisher was because the fee should be higher than in Spain, how Antonio and Keiko said.
But now that I have this experience publishing first in France and I know a bit more the market, also I believe that maybe France is a reference in Europe. So like this festival, this is the most important in Europe. I think that the rest of the countries look to France, what is happening in France, maybe to translate the books. So maybe could make the difference. But it wasn't my intention at the beginning. Et maintenant, vous êtes publié en Espagne. Est-ce que c'est Sarbacane qui a trouvé un éditeur espagnol ou c'est vous en direct? I found the Spanish publisher by my own because I had some contacts. And I have to say that it was more difficult to find a publisher here in France because at the beginning I didn't have any repli. Yeah, and I think because maybe the reason is because the market is smaller and the sales are smaller too, so maybe the market or the publishers try to be sure that the books that they release are going to be world sellers, you know? But yeah, finally it's out, so everything is okay. Et une dernière question aussi sur des mots à dire sur ce livre. Il va donc avoir une version italienne. Est-ce que vous les avez vus? À quoi ça ressemble déjà, cette version italienne? Est-ce que vous avez eu un contrôle dessus? Parce que parfois, les auteurs peuvent être parfois un peu méfiants ou un peu inquiets de ce que devient le livre. Non, il n'existe pas encore le livre italien? Non, c'est trop tôt parce qu'on a signé le contrat il y a un mois et rien n'est encore finalisé. Jean-Luc, je voudrais ajouter quelque chose à ce propos, c'est que quand on a signé le contrat pour la France avec Antonio d'abord, avec Kim qui était son premier auteur, puis avec Keiko, puis avec Sergio puisque lui apporte des auteurs italiens, à chaque fois on laisse les droits espagnols à nos amis espagnols parce qu'on considère que chez eux c'est chez eux et qu'ils sont effectivement les mieux introduits, comme vient de le dire Béatrice, pour trouver un contact. Et qu'en même temps, c'est très important de garder ces racines-là. Même les contacts avec le monde, il ne faut pas devenir hors sol dans son propre pays. Et donc de garder les contacts avec le monde de l'édition espagnole, parce que c'est des métiers qui s'interpénètrent. Les auteurs se parlent les uns aux autres, les éditeurs parlent aux auteurs, et que tout ça circule, et que chaque auteur qui émerge et qui devient une figure importante de la bande dessinée, que ce soit Posy Simmonds, que ce soit Antonio, influence tout le champ autour de lui, ouvre les possibles, dit ce qui est possible de faire. Les dessins de Béatrice sont des dessins formidables. On n'aurait pas pu publier ça il y a 20 ans. On aurait dit, bon, c'est quoi? C'est pas de la bande dessinée, c'est pas du Spirou, c'est pas du Tintin. Aujourd'hui, c'est un langage qui a le droit de citer, et c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à travailler tous ensemble. On est une chaîne, vraiment. Les auteurs, les éditeurs, les agents, les critiques, les festivals, etc., à promouvoir cette chose globale qui est mouvante comme la mer, qui est sans cesse en formation. Voilà. Alors, vous êtes quand même un certain nombre, vous avez peut-être des questions dans la salle, il est tout à fait possible de les poser, on vous passerait un micro pour l'entendre, donc n'hésitez pas à lever la main. Bon, je vous laisse le temps de réfléchir si vous n'avez pas de questions tout de suite. Un petit mot peut-être sur la suite. Une fois que les livres sont sortis, voilà, les livres sont en sélection au Festival d'Angoulême. Jean-Luc, vous avez évoqué le fait que Le ciel dans la tête a eu le grand prix de la critique en France de la CBD, ce qui est un prix qui compte. Est-ce que le fait d'avoir un prix au Festival d'Angoulême, et de Noël Graphique, on a eu plusieurs déjà, aide à vendre à l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse, ça, Sylvain? Oui, ça aide beaucoup. Je peux prendre un exemple que je connais bien, qui est Le Grand Vide de Léa Muravic, qui est sorti il y a 2 ans, me semble-t-il, et qui a un peu collectionné les prix à Angoulême. Et c'est vrai que ça a vraiment boosté un petit peu les ventes à l'étranger. Le festival d'Angoulême, on le voit ici, est devenu vraiment un rendez-vous incontournable pour les éditeurs étrangers. À titre personnel, j'ai une 60aine de rendez-vous sur 4 jours. Donc on voit vraiment beaucoup de monde, un peu de partout, même quelques Chinois, même quelques Américains. Donc
voilà, il y a déjà tous ces rendez-vous qu'on peut faire. Et puis ensuite, les prix sont suivis effectivement de très près. Et on peut souvent s'attendre à la suite d'un prix à ce qu'il y ait quelques propositions, quelques offres qui arrivent. C'est vraiment le prix d'Angoulême, le Fauve, aussi le Fauve du public. Enfin, il y a 2-3 prix comme ça qui comptent vraiment, oui, tout à fait. Ça, vous le sentez aussi, Jean-Luc, quand vous discutez avec les éditeurs internationaux, ils regardent les prix. Bon, alors, on ne va pas revenir sur Posy Simmons qui était connu bien avant ses prix, mais d'autres auteurs peut-être moins connus et qui sont repérés, soit par la critique, soit par un grand festival, et ça vous aide à dialoguer aussi? Encore une fois, c'est un tout, c'est-à-dire que le prix, c'est un jalon sur le parcours de l'auteur, c'est quelque chose c'est une marche d'escalier que l'auteur monte, et suivant l'importance du prix, il y a des prix dont l'effet est très éphémère, et des prix comme le Grand Prix d'Angoulême, où vous faites partie du Rock and Roll Hall of Fame, et tout d'un coup, votre nom change de dimension. Aujourd'hui, Posy fait la une du Guardian, et un énorme article dans le Times. Voilà. Tout est dit. C'est pas un festival qui est chez eux, chez les Anglais. Les Anglais, ils ont un regard sur la bande dessinée qui est pas du tout le nôtre. Hein, ils n'ont pas cette tradition de la bande dessinée adulte, etc. Et voilà. Et tout d'un coup, ça devient une personnalité, ça échappe au domaine simple et ça devient des célébrités en fait. Voilà. Et ça aide, bien entendu, parce que d'abord, ça étaye une maison d'édition. C'est-à-dire que moi, je suis un tout petit truc et avoir des prix, c'est la confirmation que le travail qu'on fait est juste. Donc c'est une confirmation pour moi, pour les gens qui m'emploient, pour les gens que je recrute, qui viennent, pour les gens qui travaillent pour nous et qui se démènent parce qu'ils savent qu'ils ont une matière qui est vendable. Voilà, ça se tient, tout se tient, tout est logique et cohérent. Très bien. Est-ce que vous... Ah, voilà, madame a une question. On vous écoute. Bonjour, merci pour vos interventions très éclairantes. Moi, j'ai quelques questions. D'abord, une première question stratégique, peut-être aux éditeurs et aux vendeurs, et après, les questions juridiques. La première question stratégique, c'est qu'est-ce qui amène un auteur à refuser une adaptation, enfin, voilà, que ce soit une traduction ou une autre adaptation, et comment on le convainc de passer outre cette réticence? Alors, qu'est-ce qui peut empêcher voilà, pourquoi vous diriez non à une traduction? On vous propose d'être traduit en, je ne sais plus ce que vous avez dit, en albanais tout à l'heure, et pourquoi vous diriez non? Qu'est-ce qui pourrait vous choquer? On a parlé tout à l'heure des États-Unis pour Keiko. Hein. Si j'ai bien compris, la question c'est quelle serait la raison pour laquelle nous refuserons une traduction. Bon, en fait, normalement c'est à l'envers que ça se passe. Nous ne cherchons qu'à être traduits. Par exemple, Sylvain évoquait un épisode que nous avons eu avec Keane pour la vente en Chine de l'art de voler et de l'aile brisée. Il y a eu un durcissement dans le régime chinois qui a fait que la censure soit, je pense, beaucoup plus exigeante. On nous a présenté quelles seraient les scènes concrètes et des vignettes concrètes dont il faudrait ou bien se défaire ou transformer. Nous avons bien réfléchi. À un moment déterminé, nous nous sommes dit, bon, on peut essayer de faire en sorte, parce que s'il ne s'agit pas précisément des épisodes ou des vignettes qui soient essentielles pour le récit. Alors là, quand on retrouve la censure, c'est quand le problème commence. Mais même si on est dans ce sens doux et gentil, comme nous l'avons été, alors ils durcissent encore davantage les positions. Et finalement, je crois, Sylvain, que la cause est perdue, non, pour la Chine.
Et Keiko, tout à l'heure, vous avez, c'est Sylvain qui a révélé que vous aviez dit non à une traduction aux États-Unis. C'est d'après ce que j'ai compris. Hein. Pourquoi? Sí, sí. Digamos que la única vez que nos ha pasado esto fue con Carlos, que, bueno, cuando nos propusieron, nos hicieron una propuesta de una edición americana de Contrition. Oui. Le seul problème que nous avons eu dans ce terrain de dénier ou de refuser, c'est quand on nous a proposé une édition aux États-Unis de Contrition. Y bueno, yo tengo que reconocer que en estas cosas o sea, que tengo muy poca idea, ¿no? Sobre, a mí me dicen, una editorial americana ha propuesto comprar los derechos y me da igual la editorial americana, que yo no la conozco, o sea, no conozco ninguna. Entonces se lo dije a Carlos, o sea, Carlos decía, esta editorial americana que os quiere comprar los derechos, pues Carlos decía, yo no la conozco, no sé quiénes son, parece una editorial muy pequeña. Oui. D'abord, lui, il dit qu'il ne connaît pas très bien le marché américain. Quand ils ont appris qu'il y avait une maison d'édition nord-américaine qui s'intéressait, il ne savait pas quoi penser. Le scénariste Carlos, qui est présent dans la salle et qui connaît très bien le marché américain, c'est étrange, je ne connais pas, ça doit être une petite maison d'édition. Il avait déjà certains soupçons parce qu'il n'avait pas de nouvelles de comment fonctionnait cette maison d'édition. Creo que se llamaban Sumerian, ¿no? Sumerian, sí. Sumerian, c'était le nom. Entonces, bueno, nuestra idea fue, porque esto fue al principio, ¿no? Esperar un poco a ver cómo iba a ir el libro y si podíamos aspirar, ¿no?, a la posibilidad de una mejor oferta, ¿no? Fue simplemente esto. En este momento, pues yo no sé cómo está lo de esta oferta, pero tampoco creo que hemos recibido ninguna mejor. Ouais. Au début, donc, on s'est dit, bon, la proposition qu'ils nous font économique pour l'achat de droits ne semble pas très intéressante. Nous allons attendre pour voir si le livre grandit dans le marché international et pouvoir nous faire offrir une somme un peu plus consistante. Et puis, il n'y a pas eu de continuité, il n'y a pas eu de réponse. Ouais. Sylvain, vous voulez ajouter quelque chose sur les, sur les montants? Peut-être que l'avenir donnera raison à Keiko et à Carlos, j'espère, mais c'est vrai que c'est une dialectique parfois entre nous, les agents, qui sommes un peu impatients et on voudrait voilà, faire des contrats parfois très rapidement, et puis parfois il peut y avoir de la part des auteurs un peu plus de patience et parfois un peu plus de sagesse même pour dire non, mais ne nous précipitons pas. Et c'est vrai que pour un marché comme le marché américain et pour un livre comme celui-ci, avec les connexions que Carlos peut avoir avec le marché américain, ça vaut sans doute la peine d'attendre. Voilà. Donc, ça répond à votre question, mais c'est un peu anecdotique comme cas. C'est vraiment assez rare, assez rare que cela arrive. Ouais. Est-ce qu'il y a des types de droits qui sont systématiquement exclus par les auteurs pour la traduction, en dehors de la traduction? A priori, je ne pense pas. Avec les problèmes de guerre avec la Russie, on a pu avoir, je crois, des réticences quand même de certains auteurs ou de certains éditeurs d'ailleurs. Pas chez De Noël, mais voilà, il peut y avoir parfois comme ça quelques cas un peu particuliers, mais en général, un auteur, il aimerait, je pense, être lu dans le monde entier. Ça répond à votre question, madame? Je crois qu'il y a une autre question. Ouais. Je vais
pas monopoliser. Je précise, pas chez moi, pas parce que je suis pro-russe dans la guerre contre l'Ukraine, mais parce que je pense qu'au contraire, les éditeurs russes sont des gens très souvent en résistance contre leur gouvernement, et c'est une des dernières poches de résistance intellectuelle au pouvoir de Poutine, et qu'il est sain parfois. Moi, je suis auteur jeunesse par ailleurs, et j'ai dit oui à la traduction d'une série que je fais avec une dessinatrice, parce que je mets le poison occidental dans la tête des enfants russes. Voilà. Merci. Oui, vous avez une question, madame? Oui, je m'adresse plutôt aux auteurs et à l'autrice. Quand vous vendez les droits quand vous signez un contrat avec une maison d'édition pour vendre les droits, par exemple, à l'Espagne, à une maison d'édition espagnole ou anglophone ou française, en général, ça comprend toute une zone de langue. C'est-à-dire que pour la France, par exemple, il y a le marché français, le marché belge, le Canada français. Et est-ce que c'est une clause à laquelle vous faites attention? Parce que ça crée aussi des monopoles, dans le sens où, par exemple, en Amérique du Sud, c'est beaucoup des maisons d'édition espagnoles qui vendent leurs livres en Espagne, et ça empêche aussi l'émergence de maisons d'édition locales, parce que les droits sont détenus par des pays européens. Et du coup, je me demandais si vous faisiez attention à ça, et si vous aviez déjà essayé de demander à ce que, par exemple, des droits ne soient pas vendus dans des pays américains. Je suis pas sûr que ce soit une question vraiment pour les auteurs, d'ailleurs, puisque c'est le négociateur. Je peux essayer peut-être une réponse. Pour moi, je pense que il est vrai, par exemple, dans notre marché espagnol, la production espagnole ne fait que le 15% du global de la production. Hein? C'est-à-dire c'est le manga qui a le plus grand morceau du gâteau. Après, c'est le comique américain. Et puis la bande dessinée européenne fait 11 ou 12%, presque en égalité avec la production espagnole. Et je ne pense pas pour le moment que ce soit, disons, une avalanche qui empêche la production autochtone, une avalanche de production de l'étranger. Normalement, ça sert, c'est-à-dire nous avons connu depuis les dernières années une augmentation constante du nombre de maisons d'édition espagnoles qui sont apparues sur le marché et du nombre de titres publiés. Hein. C'est un petit pourcentage, et je pense que il y a des productions comme par exemple le manga qui sont adressées pour un public fondamentalement jeune, adolescent, etc., mais qui vont faire un parcours et qui peut-être vont passer à jeter un œil à des productions américaines ou même européennes, ou qui vont faire même un chemin pour arriver ou passer d'une production à une autre. Dans ce sens, on ne perçoit pas, au moins en Espagne, l'abondance de production étrangère comme une espèce de blocage de la production propre. Au contraire, je crois qu'on regarde beaucoup. Ce n'est pas seulement, par exemple, parce qu'on n'en a pas parlé, l'effet d'influence ou l'attractivité de la production française ou de la production étrangère en Espagne joue aussi comme exemple, comme modèle non seulement pour la création, pour le choix de sujets, mais aussi pour la façon d'éditer. C'est-à-dire, on cherche faire de la belle édition, par exemple, comme on fait en Espagne. Et maintenant, on soigne beaucoup, si vous voyez des productions espagnoles autochtones, elles tiennent très bien, elles sont dans la hauteur de ce qu'on peut voir, on peut trouver ici en France. Donc, voilà. Au moins dans le cas de l'Espagne, je ne le perçois pas comme une espèce de
de poids ou de blocage de la production propre. Très bien, merci. Le mot de la fin, Jean-Luc, puisqu'on va Oui, devoir la laisser la question place que à vous la... soulevez, on ne peut pas entrer dedans parce qu'elle est très complexe, parce qu'elle met en jeu la diversité des marchés et la diversité des situations. C'est-à-dire que des livres traduits qu'on achète en fin d'exploitation du livre mondialement et qu'on vend dans un pays en se contentant de l'imprimer et de le traduire dans le pays sont moins onéreux que des livres produits de façon vernaculaire où il faut faire vivre les auteurs en plein, si on peut dire. Le problème de l'Afrique est celui-là. Les auteurs africains viennent publier en France. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique, dans le continent africain, c'est moins en moins vrai, mais c'est toujours vrai, le prix du livre est tel que le marché ne peut pas fonctionner sur le prix que coûte un livre. C'est même pas le prix qu'on fixe, c'est le prix que coûte physiquement à fabriquer un livre, fait qu'on perd une quantité énorme du marché. Donc le marché qui est gigantesque, même dans l'Afrique francophone, ne peut pas faire vivre ses auteurs. Donc les éditeurs français sont là pour faire vivre des gens qui vont retourner dans leur pays et vers leur pays avec leurs livres publiés par la France. Vous voyez, c'est très ambigu, c'est pas du tout un schéma politique très simple où on pourrait se dire oh les vilains capitalistes occidentaux viennent arracher le pain des éditeurs locaux en Amérique du Sud ou je ne sais pas quoi. C'est qu'on aide très souvent aussi à la promotion des auteurs de ces pays-là, les auteurs haïtiens ou les auteurs des îles, confiants, glissants, etc. sont des gens qui n'auraient pas pu vivre sans Gallimard. Voilà. Très bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour cette conférence. Merci pour vos questions et merci encore à Sheila et Sarah pour la traduction.